Le corps dans le dojo est quelque chose de très important en tant qu'outil. Et pas comme quelque chose où on inscrit un divertissement, un défoulement. C'est différent, c'est très différent. Le dojo vous demande une persévérance, une souplesse, une force et une continuité d'action qui vous prolonge loin. Alors pourquoi? Parce que c'est dans le terme même le dojo. J'avais commis un texte sur internet, vous faites dojo dans Wikipédia et en lien externe vous avez ce texte. Il est là depuis quelques années, donc ça veut dire que quand même s'il est accepté, c'est qu'il porte un peu d'intérêt. Et donc j'étudie d'un point de vue assez particulier l'étymologie, si on veut, de dojo. Do pour la voix, le Tao, jo pour la maison. Et je dis que c'est un oxymore. Oxymore, c'est une expression dont deux termes sont contradictoires. La nuit lumineuse ou le silence assourdissant. Vous avez une expression avec deux termes contradictoires qui s'opposent. Or, dans dojo, vous avez un oxymore. Vous avez la maison, jo, immobile, qui contient, avec des murs fermés, qui protège des intempéries, qui garde la chaleur du feu, qui empêche aussi le vent de rentrer, mais aussi parfois les brigands. Et vous avez la voix qui nous met sans arrêt en mouvement, qui nous pousse à partir, sans arrêt. Et ça, c'est quelque chose de très difficile, et souvent qui crée dans chaque dojo des oppositions. Mais il y a aussi dans dojo une autre opposition, parce que le do, le Tao, c'est pas que la voix. En chinois, il y a un autre sens qui veut dire la manière. Et on a cela en anglais, ce sens multiple des mots, cette polysémie. Vous avez the way. Étonnamment, l'anglais a la même polysémie, a la même multiplicité de sens qu'en chinois ou japonais, sino-japonais. The way, c'est aussi la manière, la voix et la manière. Donc, au titre de la manière, l'opposition entre maison et manière est encore plus grande, parce que la manière, c'est quelque chose de très fugace. C'est la manière d'un peintre, la manière d'un danseur, la manière d'un musicien, quelque chose qui lui est propre, mais qui n'est jamais sûr de reproduire. C'est ça qui explique aussi que, quelque part, un artiste est toujours embarrassé. Parce que toujours, il doit créer, il doit garder une manière, sa signature, ne pas se trahir, mais pas faire à la manière de Picasso. Picasso fait du Picasso, ce n'est plus un artiste qui s'exprime. Dans la manière, il y a une grande difficulté des arts martiaux. Nous devons toujours répondre à l'instant et conformément à ce qu'on est vraiment. On ne peut pas, comment dire ça, faire dans l'automatique, on ne peut pas flatter le public, on ne peut pas flatter la réputation d'une école. On doit être totalement sincère. Et d'ailleurs, dans le combat, c'est un peu ça. Vous ne pouvez rentrer dans le combat qu'en vous présentant au mieux de vous-même. Et cela, vous l'obtenez grâce à votre adversaire ou à votre ennemi. On ne peut pas être en dessous de ce qu'on doit être. Sinon, on meurt. Et l'ennemi, on le remercie pour ça. Parce qu'il obtient le meilleur de nous-mêmes. On ne peut pas toujours obtenir le meilleur de soi-même face au maître. Parce qu'on peut tricher. Ou face à un ami. Mais face à un ennemi, il faut tout donner. Il n'y a pas d'après si on n'a pas tout donné. Si on fait défaut à soi-même. Donc il y a une manière. Voilà. Donc,
Il y a une tension dans les dojos. Il y a une tension parce qu'il faut créer une stabilité. C'est comme tout lieu d'enseignement, il y a une partie qui est de conserver, de préserver. Dans n'importe quelle école, il y a une bibliothèque. Il y a une constitution de la discipline. Les mathématiques se sont constituées ainsi à tel siècle. Il y a eu les mathématiques grecques, romaines un peu, mais pas trop, ensuite arabes, ensuite à la Renaissance, etc. Ça a voyagé, tout ça. On garde le souvenir de ça et comment ça s'est fait. Et il y a une partie transmission. Et ça aussi, dans le dojo, on l'a. Il faut garder la voie ancienne, la manière ancienne. Nous essayons de préserver donc, les techniques de Miyamoto Musashi, le fondateur de mon école, dans cette école de sabre, d'il y a 400 ans. C'est un trésor, un réel trésor. Quelque chose qui est considéré comme un trésor 400 ans après, mais 400 ans durant. Pendant 400 ans, chaque année, on a gardé l'idée que c'est un trésor. Par exemple, Mozart, aujourd'hui, on le révère, mais Mozart n'a pas toujours été révéré au même niveau. Parfois, ça a été Beethoven, parfois ça a été Bach, etc. Il y a des moments d'oubli. Mais cette école a gardé. Et il y a aussi donc une transmission. Dans un dojo, il y a un devoir de transmission. Donc, on met en ordre. Et à chaque époque, on a des élèves différents. Donc, à chaque époque, on met différemment en ordre un enseignement. Parfois, on privilégie, selon la demande, le besoin d'une époque, la force. Parfois, on met en avant la souplesse. Parfois, on met en avant d'autres choses. Chaque époque demande, et l'école doit donc transmettre, mais tout transmettre. Dans mon école de sabre, il est dit qu'on transfère la connaissance d'un grand maître au suivant, comme on verse un verre d'eau dans un autre verre, sans perdre une goutte. On donne tout. Or, c'est très difficile, lorsque vous êtes enseignant, de ne pas garder un peu par-devers soi. C'est difficile de tout donner. On veut garder un peu de supériorité. Non, là, on donne tout. C'est ce qui est demandé, exigé. Et il y a un troisième volet, que vous le connaissez tous, c'est la recherche. Il faut que l'enseignant soit toujours en recherche, en formation, qu'il aille à la limite de ce qu'il a enseigné, vu, étudié. Ça, bien sûr, c'est idéal, mais on le fait même si on ne le fait pas, on en sent l'urgence quand même. Et on vit ça si on ne le fait pas comme un défaut de son enseignement, de ne pas être un peu quand même dans la recherche. Voilà. Et nous avons ça aussi. Ce qui fait que parfois, on relit, on revisite la bibliothèque, le conservatoire de technique, en donnant une priorité à la forme ou au fond, ou une proportion des deux. Et ce n'est pas ce que la période de la génération précédente a compris du fond ou de la forme. Et donc la recherche est une remise en cause totale de la maison. C'est un chemin. Mais chacun, choisissant sa recherche, on tombe dans la manière. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des querelles de chapelle. J'ai compris mieux, je transmets mieux, je recherche mieux. Mais c'est parce qu'à partir d'un certain moment, on quitte un espace commun et on rentre dans un espace qui devient personnel, parce qu'on ne peut avancer qu'à un moment que selon ses capacités. Et ça devient donc une recherche assez personnelle. Et les autres ne s'y retrouvent pas forcément. Donc, mais c'est une richesse, c'est une richesse. Et dans cette construction que nous avons aujourd'hui, en France, en Europe ou dans un dojo, je vois cette méconnaissance de nos capacités qui font qu'on ne reconnaît pas que le chemin de celui-là ou de celle-là est selon ses capacités. Et que ça diffère de ce que je fais, mais je fais comme eux. Je fais selon mes capacités.
Et donc je diverge, mais tous ensemble, on ne fait que ça. Mais, et c'est ça qui est étonnant, c'est Han Cheng qui dit ça, dans l'histoire de la pensée chinoise, la pensée chinoise n'épuise jamais un sujet. Elle y revient sans cesse, mais elle évolue autour comme dans une spirale, sans jamais aller au cœur. On n'épuise pas. On considère que cette question fondamentale reste fondamentale et ouverte. C'est un autre point de vue. Voilà. Donc, il y a 4. Imaginons un dojo. Alors là, je suis au pupitre, donc on va considérer que c'est la place du professeur. Et il y a 3 autres murs. Chaque mur a son rôle. Ça, c'est le côté de l'enseignant. Derrière, souvent, c'est l'autel des ancêtres. On se tourne vers là pour saluer en début et en fin. Donc nos prédécesseurs, ceux qui m'ont transmis, qui vous transmettent, etc. Là-bas, ce sont les élèves, les moins avancés et les plus avancés. Ici, ce sont les anciens, ceux qui sont un peu les piliers. Et ce côté-là, ce sont les visiteurs. Et il y a donc un cheminement. On commence tout débutant, on avance, on devient un jour ancien. Et parmi les anciens, il y en a un, on ne peut pas être 10, à devenir le successeur suivant. Ça aussi, cette réduction est difficile, parce que tout le monde voudrait être calife. Mais il en faut un, mais ça ne veut pas dire que les autres ont démérité. Et c'est simplement que le 1 est le 1 qui organise. Il n'est pas forcément éminent dans tous les domaines. Comme un directeur d'école ou d'université n'est pas le meilleur enseignant en tout domaine. Il ne peut pas. Beaucoup sont meilleurs que lui, mais peut-être qu'eux ne sauront pas unifier l'école et l'équilibrer. Parce qu'on peut déséquilibrer en donnant trop d'importance à une chose qu'à une autre. Et ce côté-là est très très important, c'est l'ouverture. L'entrée est souvent là-bas, mais l'ouverture réelle est là. C'est les visiteurs, ce sont les visiteurs. C'est le regard extérieur qu'on accepte. Pas simplement pour qu'ils nous regardent, mais pour qu'on perçoive son regard. Une fois, c'était avec Maître Noro, enseignant d'aïkido et créateur du Kenobichi. C'était l'élève, le disciple servant du fondateur de l'aïkido. Donc, c'était un grand maître. Il a été un peu ignoré après les années 80, mais parce qu'il avait pris une place trop grande. Il était responsable Europe-Afrique, donc ça pouvait gêner certains. Mais c'est lui qui a développé dans les années 60-70 essentiellement, en Europe et en Afrique. Et un jour, dans les années 2000, alors qu'il était un peu à l'écart du mouvement de l'aïkido, des maîtres, 5, 6, je ne me rappelle plus le nombre, sont venus, des grands maîtres d'aïkido, japonais, européens, enfin vivant au Japon, en Europe ou aux États-Unis, sont venus dans son dojo. Et j'étais là ce jour-là. Et c'était étonnant de voir leur regard. Et la semaine suivante, le maître Noro était très heureux parce qu'il a dit que ses maîtres lui ont rapporté, nous n'avons jamais vu autant de joie pratiquer. Pour eux, ça a été un étonnement. Et donc, ça a été un enrichissement pour nous de savoir que nous pratiquions avec joie et que c'était perceptible au dehors. Et que c'était une direction de pratique aussi. C'était la direction que voulait Maître Noro. Et donc, il y a 4 espaces. 4. Mais il y a aussi le milieu. Et souvent, après avoir salué les ancêtres, on salue l'espace au milieu, cet espace-là. Et c'est l'espace, souvent, qu'on trouve aussi dans les tableaux chinois ou japonais. Dans les tableaux chinois, c'est souvent une brume. Les tableaux japonais, c'est souvent un lac ou un fleuve. Entre le monde de la personne qui randonne, qui perçoit le paysage, là, et les montagnes au loin. Alors quand c'est très, très pâle, c'est le monde immatériel des ancêtres, des esprits. Et vous voyez de quoi je parle. Et donc c'est un espace de transformation, d'un monde vers l'autre. Et j'aime bien cela, parce que quand on enseigne et qu'on salue ensuite les élèves,
On salue les élèves saluent le professeur, mais ce qu'on salue aussi, c'est l'espace au milieu, qui est un espace où a lieu le cours. Autrement dit, la transformation. L'élève est appelé à devenir ancien et il est appelé aussi, un par 8 ans, à devenir maître. Souvent, on veut apprendre, on veut comprendre, prendre avec soi, mais il y a aussi, c'est un peu ce que dit le mot allemand de verstehen, se tenir devant, comprendre à l'allemande, c'est se tenir devant, mais un jour prendre la place d'eux. C'est pas immobile. Il y a un Tao, un mouvement, un chemin. Comme un élève un jour devient enseignant, retraité. Non, mais c'est encore une transformation. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on prend du retrait. Il faut se retirer un peu de son rôle pour le voir autrement. On peut le faire même en activité, se retirer et voir ce qu'on fait avec les élèves. Et se juger, et se jauger, et estimer. Et c'est pas facile. Parce qu'on voit bien que si l'élève ne comprend pas, il y a une responsabilité de l'élève, mais il y a aussi une part de l'enseignant. Et donc on essaye d'améliorer toujours. J'ai jamais vu d'enseignants qui s'en foutaient. Je pense pas que ce soit possible. Voilà. Et donc il ne faut pas oublier cet espace-là au milieu.